Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, une petite vidéo sur l'anxiété de performance. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Donc, mon nom est Maud Lavoie. Pardon. Je suis orthopédagogue, donc je travaille présentement en pratique privée et avant, je travaillais dans les écoles depuis quelques années. J'ai fait, entre autres, comme orthopédagogue dans les écoles, en primaire et au secondaire. Et également, j'ai travaillé dans les classes spécialisées pour des élèves avec différents types de troubles d'apprentissage, troubles développementaux euh, et autres. Donc, je suis en pratique privée depuis quelques années, mais plus maintenant depuis un an à temps plein. Euh, je suis également maman de deux enfants de 8 et 10 ans. Euh, pour la rencontre la présentation de ce soir, c'est-à-dire, j'ai trouvé que j'ai pensé faire cette petite présentation sur l'anxiété de performance parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, euh, on en entend davantage parler. Les mots stress, anxiété reviennent, l'anxiété de performance également. Je trouvais que c'était pourrait être pertinent pour les parents notamment, mais aussi pour des personnes qui gravitent autour d'enfants et d'adolescents ou encore même des adultes qui vivent avec l'anxiété de performance, que ça pourrait être pertinent de rassembler les informations que j'ai puis essayer de les simplifier le plus possible pour que ce soit concret. Parce qu'en effet, comme à travers ma vie finalement, mais plus euh, d'un point de vue professionnel et scolaire, j'ai appris sur l'anxiété de performance, mais je l'ai également vécu. Donc, comme enfant, j'avais très clairement des difficultés au niveau de l'anxiété de performance et je l'ai vécu même comme étudiante à l'université. Et ben, bonne nouvelle, on s'en sort. Mais également, ben, j'ai plein d'enfants avec qui je travaille, d'adolescents avec qui je travaille, là, qui ressentent l'anxiété de performance. Donc, d'autant plus important pour moi de le partager, les informations que je sais. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas un truc magique pour pallier l'anxiété de performance, pour faire en sorte que le sentiment d'anxiété, le côté de l'anxiété de performance, les côtés désagréables de l'anxiété de performance, parce qu'il y a du positif quand même, hein, on y reviendra. Donc, les côtés positifs négatifs, c'est-à-dire de l'anxiété de performance, qu'on puisse plus facilement leur faire face. Et donc, pour moi, à défaut d'avoir un seul truc magique que je pourrais diffuser, je dirais que la base pour pouvoir bien intervenir, c'est justement d'avoir de l'information, mais aussi de comprendre. Donc, à partir du moment où on comprend c'est quoi l'anxiété de performance, où on comprend une difficulté qu'on peut avoir, ben, c'est comme la base, la première étape pour pouvoir bien, pour pouvoir agir et intervenir. À cause de cette idée-là, comme quoi pour moi c'est important de comprendre, je me suis dit probablement que je ne suis pas la seule, d'où le but de cette vidéo. De plus, l'objectif, c'est de rendre ça le plus possible, le plus concret possible, pardon. Donc, que ce soit simple parce que, d'abord, concernant tout ce qui a trait à l'anxiété, entre autres, mais à la santé mentale en général, il y a beaucoup de grands termes et de vocabulaire plus ou moins précis dont on entend parler, mais peut-être on ne sait pas tout à fait exactement à quoi ça fait référence. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de rendre ça le plus accessible possible afin que ça puisse vous aider dans vos pistes de réflexion sur le sujet. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo-là, je vous invite à me faire part de vos questions, vos réflexions, vos commentaires, si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, aussi. Comme je vais paraphraser, mais faire référence à différentes recherches ou connaissances que j'ai pu accumuler avec le temps, euh, ben, bien, c'est sûr qu'il y a aussi des sources scientifiques qui viennent avec ça. Donc, par la suite, pour ceux qui se sont inscrits pour avoir accès à la vidéo, je vais vous transmettre également les sources scientifiques. Donc,
ne serait-ce que pour respecter la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, etc., je vais pouvoir vous fournir la liste des sources principales duquel j'ai pu retirer toutes les informations que je vous partage ce soir. Et ben, par le fait même, ceux qui voudront aller vraiment plus loin concernant ce sujet-là, ben, pourront aller directement à la source de ces fameux chercheurs. Donc, pour commencer, l'anxiété de performance, qu'est-ce que c'est? Je pense que pour pouvoir répondre à cette question-là, oui, il y a il y a une vraie définition de ce que c'est que l'anxiété de performance, mais il y a aussi deux concepts importants quand il y a trait à l'anxiété dont on entend parler, mais je ne suis pas certaine qu'on sait toujours à quoi ça fait référence. Il y a le mot stress et le mot anxiété. Stress, c'est une réaction biologique, c'est une réaction du corps normale face à un danger. Et ça, c'est en nous depuis toujours, hein. À travers l'évolution, ça s'est transmis, mais même les animaux aujourd'hui, oui, c'était existant dans les temps primitifs, mais même aujourd'hui, les animaux ressentent un certain stress et c'est nécessaire pour survivre. Quand on parle d'anxiété de performance, on est dans un contexte d'anxiété anticipatoire, c'est-à-dire que c'est une anxiété que je ressens en m'imaginant la performance, en m'imaginant l'évaluation ou en la vivant. Mais ça, on va le voir, on va le préciser tantôt. Tout ça pour dire que le stress et l'anxiété, ce n'est pas la même chose. C'est seulement que l'un interagit avec l'autre, mais c'est important de voir la distinction entre les deux. Par exemple, si je me prépare pour une randonnée en montagne, alors je peux vivre de l'anxiété. Et là, je ne suis pas dans l'anxiété de performance. Je suis toujours seulement dans stress, anxiété. Je peux ressentir de l'anxiété parce que je vais peut-être vivre le stress de rencontrer un ours. Bien, si je vais dans une région où il y a des gros ours, évidemment. Mais supposons que je me prépare pour une randonnée qui est dans un endroit où il y a des ours, des grizzlies, par exemple, des ours qui sont menaçants pour moi. Je vais peut-être ressentir de l'anxiété en, en anticipant qu'il y aura un danger. Il y aura peut-être des ours. Donc là, en fonction de ça, ben, je vais avoir des réactions différentes. Mais le stress, en fait, c'est le sentiment que je reçois quand je suis face au stresseur, hein. Donc, le stress, c'est mon corps qui me fait faire, il m'envoie plein de signaux, là. Mon corps, ma tête m'envoie plein de signaux. Il y a un ours devant moi. Okay? L'ours, c'est la source du stress, l'ours, c'est le danger. Et l'anxiété, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Quand je pense à ce stress-là, c'est vraiment de l'anticipation. Donc, dans la définition comme telle de l'anxiété de performance, c'est ce qu'on appelle une réaction anticipatoire. Une anxiété, une réaction, excusez-moi, une anxiété anticipatoire qui est ressentie spécifiquement dans des situations d'évaluation. Et même plus précisément, des situations d'évaluation pour lesquelles il y a un enjeu au niveau de la performance. Okay? Donc, qu'il y ait pour l'anxiété de performance, c'est souvent quand on est c'est avant, pendant ou après une situation d'évaluation pour laquelle il y a une valeur attribuée à la performance. Et plus j'accorde de l'importance à la valeur de la performance, du résultat, plus mon anxiété de performance va être haute. Donc, voilà. Là, il m'est venu quelque chose. C'est reparti. Si c'est important, ça va revenir. D'accord. En anglais, quand on parle de l'évaluation, de l'anxiété de performance, pardon, on va parler plus souvent du terme euh, test anxiety. Okay? Test anxiety, donc test étant plus le mot évaluation, autrement dit. Tandis qu'en français, on parle plutôt plus souvent d'anxiété de performance. Et là, il faut voir la différence entre le mot évaluation et performance. Parce que on pourrait être tenté de penser que parce qu'on appelle ça de l'anxiété de performance, c'est seulement présent chez les élèves qui sont justement performants. Pourtant, si on se réfère au terme en anglais qui est test anxiety,
La meilleure façon de traduire, si on veut, qui serait peut-être plus représentative de la réalité, ce serait comme une anxiété d'évaluation, une anxiété évaluative. Donc, il y a certains chercheurs, dont une en particulier là, que je vous donnerai dans mes sources, qui l'appellent ainsi, donc l'anxiété évaluative, parce que c'est vraiment plus proche de la vraie définition, de la vraie définition de ce que c'est l'anxiété de performance. Donc, justement, on a tendance à penser que l'anxiété de performance, c'est seulement présent chez les élèves qui sont performants. Et pourtant, c'est faux. Alors, oui, parfois, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a vraiment comme deux principales sortes, deux principales modèles d'élèves, si on veut, quand on y a trait à l'anxiété de performance. Donc, on a le sous-performant et le surperformant. L'élève qui est sous-performant va vivre quand même la même anxiété de performance, mais avec un rendement faible, c'est-à-dire qu'il va avoir un résultat, une performance à l'évaluation qui va être faible. D'un autre côté, pour le même niveau d'anxiété de performance, il y a des élèves qui vont avoir des rendements élevés. Et là, je dis ça en souriant comme si c'était mieux. C'est sûr qu'on préfère avoir des rendements élevés, mais il faut comprendre que ce n'est pas toujours nécessairement qu'on est hors de danger et que tout va bien. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment deux types d'élèves principaux quand il y a trait à l'anxiété de performance. Donc, ceux qui sont sous-performants, qui vont vraiment, comme je disais, avoir des rendements faibles, et les surperformants qui vont avoir des rendements élevés. D'ailleurs, petite parenthèse, je parle présentement d'anxiété de performance dans un contexte scolaire puisque c'est dans mon domaine d'expertise. Toutefois, l'anxiété de performance, dans les faits, elle est présente dans plein de domaines. Dans n'importe quel domaine où il y a une évaluation et un contexte et une valeur qui est attribuée au résultat de l'évaluation, donc à la performance, à l'évaluation. Donc là, je pense notamment au milieu sportif, évidemment. Donc là, tout ce qui est compétition et tout. Le travail, les rencontres, même aller dans des rendez-vous, des rencontres, que ce soit dans un contexte amoureux pour faire des rencontres amoureuses ou quand c'est pour le travail. C'est des contextes où il peut y avoir également de l'anxiété de performance. Il y en a plusieurs autres, mais tout ça pour dire que ça ne se limite pas à l'école. Là, c'est vraiment pour ce soir que je m'y limite puisque c'est mon domaine à moi. Quand tantôt je parlais des grizzlies, des gros ours en randonnée, par exemple, il y a naturellement trois réactions face à un stress, face à un danger. Il y a donc par rapport à mon fameux grizzly, si je le croise, je vais soit figer, quand on dit faire le mort, là, fait le mort, ça va peut-être passer. Vous avez sûrement déjà vu, entendu ça. Donc, on peut figer, puis peut-être qu'il va s'en aller si je bouge pas puis j'arrête de respirer. Ou encore là, attaquer. Donc là, c'est de dire, ben, j'ai une arme, j'ai mes poings, peu importe, mais je vais attaquer le stress, le stresseur, le grizzly. Ou encore, je vais m'enfuir, je vais prendre mes jambes à mon cou puis espérer qu'ils ne réussissent pas à me rattraper. Donc, là, c'est dans un contexte autre, mais si je transpose par rapport à l'anxiété de performance, la réaction est pratiquement la même, c'est-à-dire qu'il y a comme plusieurs comportements qui peuvent être présents quand on est face à une situation d'évaluation pour laquelle on vivrait de l'anxiété de performance. Donc, ça, c'est perceptible dans notre corps, on peut s'en rendre compte de différentes façons. Et c'est ce qu'on a, en fait, des symptômes qui sont présents quand on parle d'anxiété de performance. Donc, les symptômes, il y en a de trois types principalement. Les symptômes physiques, manifestations notamment de les maux de tête, les maux de ventre, la bouche sèche. Ces sentiments-là physiques, ces réactions-là physiques, en fait, sont souvent, c'est ce qu'on peut ressentir dans le corps quand on est face à l'anxiété de performance. Et puis, souvent, c'est relié au système digestif. Pourquoi? Parce que la digestion, c'est une des activités du corps qui demande le plus d'énergie au corps. Alors, c'est une des premières à comme bloquer puis à dire « Ouh, j'ai besoin de mon énergie ailleurs, il y a quelque chose qui se passe. »
Donc, les petits pipis nerveux, même que chez certains enfants en bas âge, ben, je dis bas âge, mais en fait, chez certains enfants, euh, quand il y a de l'anxiété de performance, ben, ils vont recommencer à faire pipi au lit, par exemple. Ou quand on, justement, même comme adulte, des fois, on se met à avoir envie d'uriner ou avoir des maux de ventre, diarrhée, peu importe. Il y a vraiment des réactions très souvent liées au système digestif. Il y en a d'autres, évidemment. Comme je disais tantôt, les fameux maux de tête également, quand on vit de l'anxiété de performance aussi. Il y a les symptômes qu'on pourrait dire cognitifs. Donc là, c'est plus par rapport à la mémoire de travail, par exemple. Moi, je donne souvent, quand je parle de mon anxiété de performance que je vivais quand j'étais adulte ou étudiante, je dis souvent que j'étudiais, j'avais voyons, du tutorat en mathématiques, j'avais de l'aide, puis je faisais mes exercices, puis j'étais présente en récupération. Bref, je faisais pas mal ce que j'avais à faire pour être prête. Et pourtant, devant l'examen, quand l'anxiété se déclenchait, parce que dans mon cas, oui, il y en avait avant, mais il y a des symptômes, comme je vous disais, qui se déclenchent pendant. Et dans mon cas, c'était la mémoire de travail, c'est-à-dire que le côté, et l'attention aussi, la concentration, était complètement figée. Quand je dis, moi, je figeais devant l'ours. L'ours est devant moi, là, puis là, le 1 plus 1, là, je suis incapable de me dire que ça donne 2, je m'en souviens plus. Hein, là, caricature, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais beau être prête, là, c'est comme mon cerveau, il devient figé, il n'y a plus rien qui fonctionne, euh, à cause du sentiment d'anxiété qui était vraiment trop élevé à ce moment-là. Donc ça, c'est plus comme des sentiments cognitifs, donc qui se passent dans les pensées. Euh, Puis, il y a les ruminations ou le dialogue intérieur, les choses qu'on peut se dire, là, je suis pas bon, je suis pas capable, oh mon Dieu, je suis pas assez préparée. Donc, les pensées qui reviennent, qui sont intrusives, là, ça, c'est des symptômes cognitifs également, notamment de l'anxiété de performance. Et il y a les symptômes comportementaux qui sont euh, par exemple, de l'agitation. Donc, avoir besoin de plus bouger, être incapable de tenir en place dans un contexte d'évaluation, je le précise, hein, parce qu'il y a d'autres raisons. Un manque de focus, de concentration sur la tâche. Tout ce qui est bon pour me distraire du danger. Un peu la fuite, si on veut, si je fais l'équivalent avec mon grizzly. Euh, donc, tout ce qui est les comportements d'évitement. Donc, je vais tout faire en sorte pour ne pas avoir à faire la tâche. Je vais avoir envie d'aller aux toilettes au mauvais moment. Un enfant même qu'il y en a qui vont faire des mauvais coups, si on veut, là, ou avoir des comportements déplacés, juste pour se faire sortir de la classe pour éviter d'avoir à faire l'évaluation. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un symptôme comportemental. De plus, on peut avoir des enfants qui vont devenir plus agressifs, plus, agité, tu sais, un peu plus fébrile, on le sent, là, il y a comme on peut l'observer, on peut le percevoir facilement, soit chez soi, sur soi-même, pardon, ou chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est comme les trois types de réactions, de manifestations, si on veut, de l'anxiété de performance euh, qu'on peut principalement, ressentir. J'avais oublié de nommer, quand je parlais de physique là, ou physiologique, quand on parle des battements cardiaques, évidemment, le cœur qui se met à battre plus vite, la respiration, manquer de souffle, puis se sentir, tu sais, l'hyperventilation jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a différents degrés, évidemment, comme dans tout. Les symptômes sont plus ou moins sévères, là, dépendant des élèves. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu plus de ce que c'est l'anxiété de performance puis ce que ça peut amener comme symptômes, je voulais aussi vous parler de qui ça touche, en fait, l'anxiété de performance. Parce que ça touche, en effet, au niveau, dans le contexte scolaire, du moins, ça touche jusqu'à environ 40% des élèves. Donc, puis là, quand je dis élèves, c'est-à-dire, autrement dit, des enfants ou des personnes d'âge scolaire, notamment primaire, secondaire, OK? Parce qu'il y a d'autres données ailleurs, à l'extérieur, mais quand on se penche sur cette cohorte-là, c'est à peu près 40%. Ce qui veut dire environ un élève sur deux, un peu moins, en fait, d'un élève sur deux, puis un peu moins de la moitié de la classe qui ressent l'anxiété de performance. C'est quand même beaucoup. Mais comme c'est pas un trouble, c'est pas une pathologie, c'est un peu normal aussi qu'on en voit un peu plus parce que c'est pas. Puis là, je vais essayer de peser mes mots. Je veux pas dire que c'est pas grave parce que
dans les faits, ça peut être très, très, très handicapant, mais c'est plus présent parce que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut facilement identifier, entre autres. Aussi, ah oui, il y a une prévalence. Il y a vraiment plus, ce que je voulais dire, c'est que aussi, donc, un peu moins de la moitié des élèves, et également, c'est vraiment plus présent chez les filles. Donc, on parle en plus ou moins 2 fois plus de filles que de garçons qui ont de l'anxiété de performance. Concernant les manifestations, c'est que les manifestations d'anxiété de performance vont varier d'une personne à l'autre, mais aussi quand on parlait des deux types là, d'élèves dans un contexte d'anxiété d'évaluation ou anxiété de performance. Donc, je parlais tantôt du sous-performant et celui qui est dans la surperformance. Donc, quand on est dans un type de sous-performant, donc c'est des enfants qui vont avoir des élèves qui vont avoir plus de manifestations cognitives. Donc, on est vraiment plus souvent dans quand je parlais tantôt des ruminations, des pensées de je suis pas bon, je suis pas capable, je suis pas assez préparé. Euh, Puis les fameuses mémoires de travail, la mémoire à très, très, très court terme, là, c'est comme s'il n'y a plus rien. Il y a des conséquences scolaires qui sont souvent de l'ordre de la faible motivation. Pour la tâche, c'est des enfants qui vont être moins motivés, moins engagés dans l'école et souvent parce qu'ils ont des faibles rendements. Puis ça, c'est comme un cercle vicieux parce que quand on vit des faibles rendements, on peut ressentir de l'anxiété de performance qui nous amène, dans le cas des sous-performants, à aussi encore avoir moins d'estime de soi, moins de motivation, moins d'engagement. Donc, la roue tourne. Pour ce qui est des anxiétés de l'anxiété de performance chez les surperformants, donc chez ceux qui vont avoir des rendements élevés malgré l'anxiété de performance, c'est des élèves qui vont avoir beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement scolaire, mais qui vont aussi être ce qu'on pourrait dire des perfectionnistes qui vont comme surinvestir. Donc, ils vont vraiment en faire pratiquement trop. Donc, et là, à ce moment-là, ben, oui, les rendements sont élevés, mais il y a quand même un coût psychologique puis des conséquences négatives dans les deux cas. Parce que même si le résultat, le rendement à l'évaluation est, par exemple, est bon, là, c'est-à-dire qu'il y a un rendement élevé, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a l'anxiété de performance puis que les coûts psychologiques, pour ça que les conséquences négatives ne sont pas présentes. Au contraire. Puis c'est comme dans le cas du sous-performant, il y a comme une roue qui tourne aussi qui se dit, ben si j'en fais pas autant la prochaine fois, j'aurai pas des aussi bons résultats. Donc, je dois toujours comme monter la barre. Donc, l'anxiété va aller en augmentant également. Donc, là, j'en viens à finalement arriver à la partie qui, je crois, vous intéresse le plus, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? D'abord, comme comme parents, souvent, on a tendance à vouloir protéger nos enfants, les mettre dans des petites bulles de verre. On ne voudrait pas qu'ils aient mal, on ne voudrait pas qu'ils vivent de cette anxiété-là. Puis c'est naturel de vouloir les protéger. Ça fait partie de ce qui est être un parent ou un intervenant ou un proche. Quand on a un attachement envers quelqu'un, on veut le protéger, puis on veut qu'il soit toujours dans des émotions positives. Toutefois, euh, l'humain, eh bien, là, en fait, l'être humain notamment, a cette merveilleuse capacité à s'adapter. Et pour pouvoir s'adapter, il faut être en contact avec des obstacles ou des situations qui vont nous amener, nous pousser à s'adapter. Donc, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans mon contexte, mon exemple là, de la fameuse randonnée avec les grizzlies, si je ne suis jamais confrontée à une situation où il y a des grizzlies, là, je sais, c'est un exemple un peu extrême. Mais si je ne suis jamais confrontée, puis qu'on m'en parle jamais, on ne me dit pas que ça existe, ben, je ne serai jamais adaptée. Je ne serai jamais prête à faire face à la situation. Donc, et pourtant, dans la vie, si on parle d'évaluation plus précisément, il y en a toujours des évaluations. Ça fait partie de notre vie. Il y aura toujours des situations où la performance va être évaluée. Puis encore là, c'est très culturel. Nos perceptions peuvent être différentes d'un endroit à un autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en évitant les sources d'anxiété de performance, on empêche qu'il y ait une adaptation qui puisse se faire.
Donc, à ce moment-là, vous m'aurez vu venir, l'idée, c'est d'adapter certaines choses, de se préparer, puis d'avoir les outils pour faire face à la situation de stress, d'anxiété, euh, plutôt que de l'éviter, la situation en tant que telle. Donc, comme je disais, par rapport à l'adaptation ou la capacité à s'adapter, ben, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et comme je disais, la première, selon moi, c'est justement de comprendre, mais c'est quoi qui se passe, OK? Puis le fameux stress, il est utile. La fameuse anxiété, là, toutes les choses que je ressens dans mon corps quand je suis face à un danger réel, c'est nécessaire pour la survie. Donc, une des choses qui est importante quand il s'agit euh, comment je pourrais dire, d'agir par rapport à l'anxiété de performance, c'est de changer sa façon de percevoir ces réactions-là de mon corps. Puis de se dire, ben écoute, au lieu de dire, hé là là, c'est pas ce que je ressens, c'est des symptômes que j'ai. Mettons, mon cœur qui se met à battre vite, ma respiration qui est haletante, le fait que je me mets à transpirer, à avoir mal au ventre, euh, les pensées qui me disent que je suis pas bon. Au lieu de. Je pourrais être tentée de me dire, ben ça, là, c'est des symptômes que mon corps m'envoie pour me dire que je suis pas faite pour ça, que c'est un danger, que c'est dangereux, qu'il faut que je l'évite. Mais l'idée, c'est de changer cette façon de penser-là. Donc, c'est de plutôt interpréter ça comme une réaction normale. De dire, mon corps, là, il m'envoie des signaux pour me dire, je perçois un contexte d'évaluation. Oui, je peux vivre de l'anxiété de performance parce que c'est pas vrai que ça part du jour au lendemain, mais de changer sa façon de le voir, de dire, ben c'est normal, puis même que c'est important pour moi parce que c'est un moteur pour que réussir une tâche. Parce que mon corps me dit, il y a un stress, il y a une situation qui me demande d'utiliser différents outils et si je n'avais pas ce signe-là, je ne saurais pas qu'il faudrait que je sorte mes outils, je n'aurais pas l'information. Donc, le stress, de s'habituer au fait que c'est une réaction normale et nécessaire et à la limite positive. L'anxiété de performance en soi, parce que plusieurs personnes vont le vivre pendant longtemps dans leur vie et à différents moments, c'est positif parce que quand on le voit de cette autre facette-là, c'est pour un moteur pour se motiver, c'est un moteur pour performer. C'est seulement qu'il faut un peu apprendre à gérer les conséquences plus négatives, de dire, OK, mais j'ai mal au ventre. OK, ça c'est comme un signal d'alarme que mon corps m'envoie. Est-ce qu'il y a un danger réel? C'est quoi le pire qui peut arriver si un examen se passe moins bien? Euh, donc, là, c'est sûr que pour un petit enfant, ça peut être plus difficile à faire. Mais il n'y a rien qui empêche un parent, par exemple, d'amener un peu à son enfant à se poser des questions, puis un peu l'aider à changer cette façon de voir les choses-là, de voir ces choses-là. Parce que justement, chez les plus petits notamment, ben, quand tu as un symptôme physique, là, c'est comme difficile peut-être de voir plus loin que j'ai mal au ventre, je suis malade, je ne vais pas à l'école. Hein. Donc, il faut quand même être bon. Dans certains cas, on va avoir besoin de l'aide de l'extérieur, justement, pour pouvoir y arriver, mais c'est quand même une première chose qu'il faut prendre en compte. Aussi, une des choses qui est importante quand on a des élèves qui sont surperformants, donc tantôt je parlais plus les perfectionnistes, ceux qui vont se mettre beaucoup, beaucoup de pression, de surinvestissement, beaucoup, beaucoup d'études, voire s'empêcher de dormir pour étudier. Tu sais, vraiment se mettre dans un contexte de toujours, toujours en donner plus, en faire plus, puis comme si c'était jamais assez, puis même s'ils vont avoir tendance à parfois avoir des rendements élevés, et jamais ça sera jamais assez. Donc, avec ces enfants-là, ce qui est intéressant, ce qui est important de faire, c'est de démystifier ou plutôt d'amener à dire, mais c'est quoi le perfectionnisme? C'est quoi, en fait, qui te motive à faire ça? Puis déconstruire cette pensée-là, puis de dire, ben, est-ce que on pourrait essayer de faire 1 heure de moins d'études, puis voir est-ce qu'il y a vraiment un impact réel sur ton résultat. Et bien sûr, par le fait même, ben, c'est sûr que comme de limiter la pression qu'on met sur la performance. Parce que c'est sûr que si je
j'encourage un enfant à avoir absolument un A+ ou un 100, puis que je lui montre à quel point c'est important, on s'entend que surtout un enfant qui a déjà cette anxiété de performance-là, il va comprendre que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour prouver sa valeur. Parce que moi, comme parent, comme adulte, je lui ai démontré que c'était ça qui était important. Puis, tu sais, des fois, on va tendance à dire, ah ben, t'es donc bien intelligent, A+, wow, t'es vraiment intelligent. Mais là, ça veut-tu dire que si j'ai pas A+, je suis pas intelligent? Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait ça. Tu sais, il faut voir vraiment plus loin que ça, puis faire attention, hein, des fois. Puis c'est souvent, là, puis sans presque tout le temps, c'est de la bienveillance, c'est de la bonne volonté de la part des parents. Mais il faut quand même se questionner des fois sur ce qu'on emploie comme terme et l'importance qu'on met sur la performance. Et au lieu justement de mettre cette pression-là sur la performance, c'est peut-être mettre de l'accent sur les buts de maîtriser le savoir. Donc de dire, ben, au lieu que moi, je mette de la valeur sur ta compétence, ta performance, puis tout ça, moi, je vais mettre plutôt de la valeur sur est-ce que tu es comme content? Comment tu t'y es pris? T'as-tu fait tes exercices? Euh, Est-ce que tu as l'impression que tu as développé des nouvelles compétences? As-tu l'impression que tu as appris des nouvelles choses? Parce que dans les faits, là, c'est ça, là, on ramène souvent ça à la note, au résultat, mais dans les faits, l'objectif d'aller à l'école ou l'objectif d'apprendre en soi, c'est justement d'apprendre. C'est pas d'avoir un résultat dans, je parle en général à l'école, là, je ne suis pas nécessairement dans des contextes de haut niveau, mais mettons qu'on se garde à l'école primaire, secondaire, l'objectif c'est d'apprendre. L'objectif c'est de développer des nouvelles compétences, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles façons de faire. Donc, de mettre vraiment plus l'accent sur les maîtriser, ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut réussir à faire, et non le résultat, la note, la performance qu'on veut obtenir au final. Parce que dans les faits, là, je peux avoir très bien compris quelque chose, mais à cause de mon anxiété de performance, soit je vais figer, par exemple, je vais faire un rendement faible, et pourtant j'avais compris. Et dans un contexte où j'ai pas d'anxiété, je vis pas le stress, je vais pouvoir te l'expliquer comme si de rien n'était, mais rendu dans un contexte d'évaluation, parce que c'est vraiment dans le contexte de l'évaluation, comme si de rien n'était, comme si j'avais rien compris du tout. De la même façon, quand on parle des examens où il y a beaucoup de par cœur, puis les surperformants peuvent avoir des rendements très, très, très élevés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de l'expliquer nécessairement que plusieurs heures après l'examen, étonnamment. Donc, vraiment de mettre l'accent sur le but de maîtrise, puis de ce qu'on apprend, puis de ce qu'on retire véritablement, puis de ce qui est vraiment important, et qui n'étant pas le rendement au final. Ceci dit, oui, on vit dans une société où il y a des contextes où il y a des grands niveaux de stress et donc des grands niveaux d'anxiété normaux, si on veut, quand on parle de haute performance, que ce soit au niveau académique, donc les études supérieures, que ce soit en compétition sportive. Et donc, oui, on va être confronté à des situations comme ça, puis la plupart des gens vont vivre des moments où ils vont devoir comme un peu revoir les bases, puis se rappeler ces fameux buts de maîtrise-là, puis ces fameux changements de croyances. Ensuite, concernant les sous-performants, donc ceux dont je parlais plutôt qui vont faire de l'anxiété de performance, mais vont éventuellement manquer de motivation, d'engagement dans la tâche, vont avoir des rendements plutôt faibles. Donc, pour eux, ça va être très important d'encadrer tout ce qui est période d'études, période de travaux scolaires, parce que souvent, c'est un défi d'organisation, puis de un peu, genre, l'idée, c'est de leur donner un exemple de cadre qui peut pour les encourager à se mettre à la tâche, puis pour leur montrer aussi que quand on suit, par exemple, un horaire d'études ou une méthode d'études, ben, ça fonctionne mieux. Mais c'est sûr que si on laisse à lui-même, peut-être que c'est un enfant qui va avoir tendance à repousser ou à faire ça très rapidement ou qui ne va pas nécessairement
vouloir structurer parce qu'il veut, en fait, lui, dans sa tête, il est convaincu qu'il ne peut pas réussir. Donc, il ne va pas mettre les efforts dans ce cas, dans ce cas de figure-là. Puis, dans la même façon qu'on l'aide à organiser ses études, son travail, on l'aide aussi à gérer son temps. Donc, on peut, par exemple, dans le cas d'un élève qui a de la difficulté à se mettre à la tâche, lui donner un temps. Par exemple, lui dire, bon, c'est correct, tu n'as pas envie de le faire. Tu sais, la raison, bon, dépendant de l'âge de l'enfant, on va mettre plus ou moins de mots. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je te donne un 10 minutes pour que tu te sentes prêt. Dans 10 minutes, je veux que tu commences. OK? Donc, là, c'est encore là, on pourrait dire, ouais, mais mettre un temps limite, ça peut causer du stress aussi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, de le faire d'une fois à l'autre, en général, c'est quelque chose qui peut aider. Puis éventuellement, ben c'est sûr que dans tout ce que je vous nomme, là, le but ultime, c'est que ça devienne éventuellement de façon autonome, qu'on choisisse le meilleur moyen pour soi, puis personnalisé et tout. Finalement, ben, quand on a des sous-performants, mais quand on parlait d'évitement, là, la fameuse procrastination, je remets à plus tard, toujours, toujours, puis je travaille vraiment mieux sous pression la veille, là, où genre 5 minutes, là, on dirait que ouf, je lis mes affaires, puis la matière rentre bien, quand je suis sous pression, parce que j'ai repoussé, 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 puis j'attends jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que ça va fonctionner au final au niveau d'un point de vue rendement? Peut-être. Mais est-ce que c'est sain? Pas toujours. Puis souvent, c'est que le problème, c'est qu'il y a c'est comme encore là un cercle vicieux. C'est que plus qu'on procrastine, plus que l'anxiété de performance augmente, plus que la peur de l'échec augmente, plus que j'anticipe. Et donc, on est encore là dans un système qui peut devenir chronique et problématique. Euh, je vérifie mes notes pour être sûre que je vous ai tout dit. Par rapport justement au contexte d'évaluation, parce que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on a le contrôle. Puis comme il y a plein d'affaires sur lesquelles on n'a pas justement de contrôle, bien, on va se concentrer sur les éléments sur lesquels on a une prise. Et un de ces éléments-là, pardon, c'est les contextes. Donc les contextes d'évaluation, les contextes d'études, donc le avant, après et pendant. Euh, quand on est dans un contexte d'évaluation, par exemple, une mauvaise pratique, ou du moins une pratique peut-être moins recommandée, ce serait de mettre l'enfant dans un nouvel environnement, de dire, ben, euh, je vais te... Voyons, j'ai un petit trou de mémoire. Donc, de dire, ben, je t'avertis pas d'avance, là, puis je t'amène dans un local à part pour faire ton examen. Être dans un local à part pour faire son évaluation, ça peut être une bonne chose pour plein d'autres raisons. Puis même dans le cas d'une anxiété de performance, là. Mais quand on est face à une situation d'anxiété de performance, et il faut comprendre qu'il y a une grande partie, comme je disais, qui se passe avant. Et donc, si on veut, pour une raison X ou Y, faire un changement de local pour le contexte de l'évaluation, il faut le préparer avant. Il faut que l'enfant soit au courant, l'adolescent soit au courant de comprendre pourquoi, puis que ce soit un nouveau local qui soit disponible à chaque fois, parce que l'idée, c'est que c'est un environnement sécurisant, c'est un environnement qui est stable. Aussi, il faut faire attention par rapport au contexte, de dire, ben, c'est d'insister sur l'importance de dire hey, c'est l'examen du ministère, tu en as besoin l'année prochaine, ou c'est un examen qui compte pour beaucoup, c'est un examen, c'est une évaluation qui va te servir pour ton choix si tu veux aller à telle ou telle école secondaire. Mais dire ça, en soi, c'est pas nécessairement mal. Je pense que des fois, il faut être capable de nommer les choses, puis d'expliquer que des fois, pour certains programmes, il y a une attente, il y a des rendements, il y a une façon de trier les gens. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même parfois le cas. Mais ce qui est important, c'est de dire, ben, si on parle de ça, ben, il faut parallèlement fournir les stratégies pour faire face à ça. Donc, être bien préparé pour ce niveau d'attente-là par rapport à la performance. Parce que, comme je le disais, ben, il y a plein de situations où la performance est importante, puis on va être confronté à plein de moments dans notre vie à ces situations-là. Donc, il faut être prêt.
Dans ce qui est à favoriser pour le contexte, donc c'est de dire, ben, on essaie de réduire le plus possible toutes les nouveautés, donc que ce soit un nouveau type d'examen, tu sais, de dire, ben, j'arrive avec un examen à choix multiples alors que je fais toujours des questions à long développement, c'est un exemple, ben, c'est peut-être pas souhaitable dans un contexte où on a la présence de l'anxiété de performance. Et on n'oublie pas que c'est 40% des élèves. Donc, on peut penser qu'un enseignant dans une classe devrait appliquer ces mesures-là autant que possible pour sa classe au complet. Euh, Puis, donc, par rapport au contexte, de dire, ben, le type d'examen, vous l'avez déjà vécu, c'est pas nouveau, c'est le même que selon ce dont on avait parlé, c'est le même qu'il y a 2 semaines, donc ce sera le même à la fin de l'année, le même modèle ou type d'examen, que les enfants l'aient déjà vu, se soient déjà appropriés, comprennent comment ils fonctionnent, comment répondre aux questions. Oui, l'expliquer juste avant, mais souvent, quand on parle d'anxiété de performance, quand on l'explique juste avant, on est déjà dans une zone un peu fragile, problématique. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire dans un contexte non anxiogène. Donc, hors de la période d'évaluation, je prends le temps d'expliquer comment l'examen va fonctionner, comment on évalue, pourquoi on évalue de telle façon, etc., etc. Comme je le disais tantôt, insister sur les stratégies. Donc, j'arrive dans un examen, mais oui, peut-être que je vis de l'anxiété de performance, mais comme quand j'étais pas dans une situation d'évaluation, dans un contexte où je ne vivais pas d'anxiété de performance, mon enseignante m'a appris mes stratégies. Quelles sont les stratégies à employer si le stress prend le dessus sur moi, si je ressens que mon anxiété, là, les symptômes sont vraiment trop difficiles à gérer, il y a des choses que je peux faire. Maintenant, mes stratégies de lecture, juste d'un point de vue scolaire, ben, j'ai mes stratégies de lecture, je me souviens, c'est quoi la première chose que je dois faire? OK, le survol. J'applique le survol. Mais ce qui est important, c'est de mettre de l'avant, c'est toutes les stratégies pour bien se préparer puis bien réussir les évaluations, mais de le faire, de les développer, les pratiquer, ces stratégies-là, avant, dans un contexte qui n'est pas évaluatif. Euh, Toujours parce que, justement, comme on le disait, ben, une fois que l'anxiété est installée, une fois que le problème est là, c'est pas le moment d'essayer de comprendre ou d'utiliser quelque chose pour la première fois. Ça ne fonctionnera probablement pas. Alors, c'est pour ça que c'est important de le faire dans d'autres contextes qui sont non évaluatifs, où l'anxiété de performance ne sera pas présente. Donc, ça fait pas mal le tour. Là, j'y suis allée assez globalement, comme je vous avais dit, parce que finalement, euh, je voulais que ce soit le plus concret, le plus accessible possible, puis j'espère que j'y suis parvenue. J'aimerais répondre finalement à la question qui revient très souvent. Est-ce que je devrais consulter? Donc, à quel moment, dans le contexte d'évaluation de performance, je devrais avoir besoin d'aller consulter un professionnel, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur, au privé, orthopédagogue, psychologue, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y a vraiment beaucoup d'intervenants qui gravitent autour du milieu scolaire et à savoir à quel moment il faut consulter. C'est sûr qu'on peut être tenté de vouloir faire de la prévention puis d'aller faire des thérapies ou des consultations vraiment au cas où que ça s'en vienne. Mais surtout quand on est des parents anxieux ou des personnes à tendance anxieuse, des fois, on va être porté à vouloir faire beaucoup, 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 beaucoup au cas où. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais encore là, on est dans un cycle de surinvestissement, puis au lieu d'essayer de réagir tout de suite à une situation qui n'est pas encore avérée, qui n'est pas encore réelle. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Toutefois, dans deux situations principales, il faudrait consulter. Et ces deux situations-là, c'est d'abord quand il y a un bris de fonctionnement. Un bris de fonctionnement, ça veut dire que vraiment là, l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il y a plus, ou refuse absolument toutes les évaluations. Ou là, où comment je pourrais dire, le bris de fonctionnement, c'est de dire, ben, tout ce qui devrait, tout ce qui est lié à l'école, pas juste les évaluations, mais tout ce qui est lié à l'école devient problématique et de façon chronique, ça dure dans le temps. Hein? Donc,
Là, même parfois, ces enfants-là, on va voir des symptômes de plus de type dépressif. Donc, vraiment, là, le côté motivationnel, le côté, tout ce qui est les problèmes là, dont on parlait plus tôt, là, qui sont liés à l'évaluation, vont être ailleurs aussi. Donc, de dire, je fais de l'insomnie beaucoup sur plusieurs nuits, ça m'empêche de dormir. L'enfant perd l'appétit. Donc, quand il y a vraiment le bris de fonctionnement, qu'il y a beaucoup de... que le quotidien de l'enfant, pardon, le quotidien de l'enfant est affecté par ce qu'on pense être de l'anxiété de performance, c'est important de consulter, d'aller chercher de l'aide professionnelle, ne serait-ce que pour s'assurer de c'est quoi qui se passe avec mon enfant, comment je peux faire pour l'aider. Tu sais, des fois, ça ne veut pas dire qu'on s'enligne pour 12 rencontres ou pour 3 années de suivi nécessairement. En fait, c'est vraiment juste pour des fois avoir un regard objectif parce que comme parent, je l'ai vécu moi-même et comme plusieurs d'entre nous, comme on a un attachement émotionnel à notre enfant, on n'est pas. Des fois, ça aide d'avoir une aide extérieure, quelqu'un qui est comme plus objectif à l'extérieur de la situation et notamment un professionnel qui... La deuxième situation principale où il faudrait consulter, en fait, c'est quand il y a les symptômes perdurent dans le temps. Donc, quand vraiment, comme tout ce qui est les symptômes dont on en a parlé, le physique, physiologique, cognitif, comportementaux, vraiment s'étendent dans le temps, de dire, ben là, ça devient vraiment comme à tous les jours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis c'est quelque chose qui, de toute façon, vous allez vous en rendre compte à la maison, mais probablement que l'école aussi. Et encore là, ce serait important d'aller consulter. Puis comme je vous dis, ben, consulter, de prendre un avis de professionnel, c'est pas nécessairement pour dire mon enfant a un problème, il y a quelque chose de grave ou il y a quelque chose comme parent que je fais pas bien. Pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, d'avoir le coup de pouce de plus pour pouvoir vous aider dans la situation. Donc, ça fait le tour pour moi. C'est sûr que je suis certaine, parce que j'ai tellement de choses que je veux dire, je suis certaine que j'ai dû en passer quelques-unes, mais j'espère quand même que, somme toute, vous avez comme une meilleure idée de la notion d'anxiété de performance, notamment dans un domaine scolaire. J'espère également que vous serez à l'aise d'en discuter avec votre enfant, votre adolescent, puis qu'au besoin, vous irez consulter, mais également que vous avez peut-être un peu plus démystifié là, le concept d'anxiété performance dans un contexte, dans un sens, puis également tout ce qu'on appelle stress, anxiété aujourd'hui, faire attention à cette petite subtilité-là. Et surtout, se rappeler que comme être humain, on est fait pour s'adapter, apprendre. Et c'est aussi par les erreurs qu'on apprend et qu'on s'adapte. C'est vraiment en vivant des obstacles et des adversités qu'on peut développer des meilleures stratégies et s'adapter, grandir là-dedans. Alors, bref, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, s'il y a quoi que ce soit, comme je vous disais, vous pouvez m'écrire. Donc, il y a Facebook, Instagram, TikTok. Je suis pratiquement partout. Donc, je vais vous mettre tous les liens, bien sûr, ici. Plus tard, quand je vais vous quand je vais vous transférer la vidéo, également avec les sources des chercheurs et mes coordonnées. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Au revoir.